Bien, bonjour à toutes et à tous, à celles qui sont dans la salle, ceux qui sont à distance, et bienvenue donc pour cette session consacrée aux exercices de prévision et de nowcasting, un terme dont on a fait abondamment l'usage depuis 2 ans. Avec une session consacrée tout à la fois au modèle macro, avec notamment le modèle mésange, ça sera la première contribution. Un papier consacré à l'usage de données particulières, les données issues d'articles de presse, et puis des exercices de GDP Tracker quasiment, que vont nous présenter les collègues de la Société Générale. Je vous propose de commencer sans attendre avec Benjamin Favetto donc pour le premier papier coécrit avec Alexandre Bourgeois donc pour une intervention d'une vingtaine de minutes. Donc, merci aux organisateurs et bienvenue dans cette session. Je vais vous présenter donc un travail en collaboration avec Alexandre Bourgeois autour du modèle mésange, qui est un modèle macroéconomique développé entre l'INSEE et le Trésor. Alors, quelques mots d'introduction sur le modèle mésange. Donc, mésange, c'est un modèle macroéconométrique de l'économie française, donc en déclinant le sigle, donc modèle économique de simulation et d'analyse générale de l'économie. C'est donc un modèle qui s'appuie sur les séries des comptes trimestriels, et sur une petite quarantaine d'équations économétriques, au-delà des nombreuses équations comptables qu'il comporte, pour décrire le comportement dynamique donc de notre économie. Je vais y arriver. Alors, ces équations économétriques sont estimées sur les comptes trimestriels, sur le passé, et donc cherche à refléter les comportements des variables agrégées. Et ce modèle est utilisé essentiellement en variante, c'est-à-dire qu'on simule ex ante la réponse de l'économie française à un choc ou à une réforme de politique économique. Alors, par exemple, la hausse d'un point de TVA ou d'impôt sur le revenu, ou au contraire, un choc, c'est-à-dire une modification exogène de l'environnement du modèle, c'est-à-dire, par exemple, en ce moment, la hausse du prix du pétrole qui a été montrée dans la dernière note de conjoncture, si je ne m'abuse. Alors, quelques exemples de résultats, pour être assez concret, assez rapidement avec ce modèle. Par exemple, sur la hausse d'un point d'investissement public par rapport à un scénario central, on produit des élasticités à court terme et à long terme. Et donc, la lecture de ces résultats se fait en écart à une situation, on va dire, conventionnelle, où on projette le modèle sur son sentier de croissance équilibré. Et de fait, on regarde l'écart à une situation sans modification pour avoir une analyse de la réponse du modèle de façon dynamique à 1 an, 2 ans, et plus loin jusqu'à très long terme. Donc, ces résultats permettent de regarder les effets de façon assez détaillée sur l'ensemble de la fiche de PIB, de cette hausse d'investissement public, en l'occurrence dans notre exemple. Et ce que vous voyez, c'est qu'on produit des valeurs qui permettent d'éclairer le décideur public ou l'économiste sur les effets de ce choc. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir interroger la variabilité des réponses du modèle, ou plus ou moins l'incertitude, autour de ces réactions. Alors, très concrètement, les équations du modèle, elles sont du type modèle à correction d'erreur, ou ECM en anglais. Donc on a juste montré l'équation de consommation des ménages pour décrire un peu la façon dont la dynamique du modèle se construit, avec une explication de l'évolution de la consommation, donc de la variation
du logarithme de la consommation entre deux dates consécutives, comme une partie librement expliquée, librement estimée, pardon, qui est une partie de court terme, donc une dynamique de court terme du modèle, et une relation en niveau qui décrit le long terme du modèle, c'est-à-dire la façon dont donc on explique à la fois l'écart à l'évolution de long terme et une relation de long terme qui est issue d'un cadre théorique et qui correspond à une relation de cointégration pour le modèle. Et on a ici, devant cette relation de long terme, un coefficient qui est négatif, qui traduit une force de rappel. Quand on on s'écarte de ce comportement de long terme par des évolutions de court terme, ça nous ramène vers ce déterminant, on va dire, structurel pour l'évolution de notre modèle. Et comme on a estimé ces coefficients, on a bien entendu un résidu ou un terme inexpliqué qui va nous fournir une source d'aléas pour la suite de notre travail. Donc la source d'aléas du modèle est présente dans chacune de ces 40 équations, hein, on ne les a pas toutes listées, mais qui sont de cette forme, donc d'une forme sous forme de modèle à correction d'erreur. Donc on corrige l'écart au long terme à travers un comportement estimé sur le passé. Alors, quelles sont les deux problématiques qu'on va essayer d'aborder dans cet exposé? D'une part, donc là, je l'ai déjà dit, la construction d'intervalles de confiance, donc de prendre en compte l'aléa présent dans le modèle et de construire des intervalles de confiance autour des simulations que l'on fait pour quantifier tout simplement l'effet de l'aléa et avoir une indication de la significativité des effets de nos chocs, des effets qu'on va chercher à analyser à travers nos variantes. Donc, cette première question est souvent adressée dans les modèles plus académiques ou même dans d'autres types de modélisation, mais c'est un discours plus délicat à tenir avec un modèle institutionnel de dire aux décideurs publics qu'on a quand même de l'incertitude sur les résultats que l'on fournit. Mais c'est important pour l'économiste et le statisticien, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de réaliser ce travail. Donc concrètement, en noir, vous avez le scénario qui est simulé par le modèle et donc qui correspond au résultat, à la représentation graphique des résultats qu'on avait dans le tableau au départ. Donc par exemple, on a une hausse du salaire lors d'une hausse d'investissement public qui se stabilise au bout de quelques trimestres. Et ce qu'on produit, nous, dans ce travail, ce sont les deux bandes rouges, qui sont un intervalle de confiance à 95% de la réponse du modèle à cette hausse. Donc on voit qu'on a une certaine variabilité, en tout cas à moyen terme, dans les effets qu'on peut produire avec ce type de modèle. L'autre problématique, c'est la robustesse du modèle sur le passé. Donc on cherche à avoir une analyse rétrospective des résultats du modèle. Et l'idée, c'est d'avoir cette fois-ci une étude des réactions à des chocs observés. C'est-à-dire qu'on ne décide plus d'augmenter l'investissement public de 1%, mais on regarde les différents chocs qui ont affecté l'économie française, alors notamment pendant la crise de 2008, puisque c'est une période qu'on a dans les données dont on s'est servi pour estimer les équations du modèle. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est comment le modèle peut reproduire le passé si on l'avait soumis à des aléas différents, à des chocs différents. Donc on cherche à construire en fait un intervalle de fluctuation, cette fois-ci, autour d'une trajectoire observée, qui est la trajectoire historique, et on cherche à mesurer la volatilité de la réponse du modèle ex post. Donc ces deux choses sont en fait liées, puisqu'on va se servir de la même technique. Alors là, c'est ce qu'on obtient concrètement aussi pour fixer les idées. On a une trajectoire qui est observée sur le passé récent, donc en noir. Donc à partir de 2008, ce qu'on cherche à voir, c'est quelle aurait été l'enveloppe des trajectoires possibles avec un intervalle
de fluctuation à 95% autour de la vraie trajectoire si on avait changé légèrement l'histoire, c'est-à-dire si on avait eu des aléas différents dans les équations. Alors, comment on va construire ces intervalles? Donc, je le rappelle, la source de variabilité du modèle, elle provient des résidus qu'on a calculés lors de l'estimation, donc de l'inexpliqué du modèle. Et pour une équation donnée, ces résidus sont supposés être indépendants, identiquement distribués et centrés. Donc on a une distribution empirique de chacun des résidus pour la quarantaine d'équations de comportement, dont l'équation de consommation que je vous ai montré il y a quelques instants. Et l'idée de la construction des intervalles de confiance pour les fonctions de réponse, c'est-à-dire pour les courbes de réponse qu'on a pu voir en introduction, c'est de calculer, c'est d'utiliser plutôt la distribution empirique de ces résidus pour simuler un grand nombre de trajectoires du modèle légèrement différentes, donc qui intègrent cet aléa. Et donc, on va faire du bootstrap. C'est-à-dire qu'on va utiliser les capacités de simulation du modèle sans avoir besoin d'autres informations que celles que l'on a déjà pour quantifier la variabilité des résultats. Donc ça, c'est un algorithme dont l'utilisation est bien établie dans la littérature. Qu'est-ce que c'est concrètement qu'une équation de comportement? C'est une relation entre des variables endogènes, c'est-à-dire déterminées par le modèle, leur valeur sur le passé, leur valeur retardée, des variables exogènes, c'est-à-dire déterminées hors du modèle, et un jeu de coefficients, donc des coefficients estimés sur le passé pour chaque équation. Et donc l'ensemble des coefficients du modèle, on va chercher à déterminer la distribution de ces coefficients et non pas juste leur valeur ponctuelle, leur estimation ponctuelle, et le résidu économétrique ou le terme d'erreur qui est l'inexpliqué, qui n'est pas expliqué par l'équation. Donc, le principe du bootstrap, c'est qu'on va tirer avec remise dans les résidus à chaque étape de la boucle. On va faire 1000 simulations, et à partir de ces nouvelles séries inexpliquées, on va resimuler des trajectoires pour des variables endogènes, donc légèrement différentes à chaque fois, et on va réestimer à partir de ces nouvelles séries un jeu de coefficients qui va être légèrement différent de l'estimateur initial. Et donc, si on le répète un grand nombre de fois, on a autant de versions du modèle que de simulations. Et le principe, c'est de prendre une tranche à chaque tirage avec remise, une tranche de résidu pour que l'on ait pour chacune des équations le nouveau résidu qui correspond à une même date. Donc on tire en fait en pratique la date avec remise dans le passé et on prend la tranche de résidu qui correspond et ça nous fait une nouvelle série, une nouvelle trajectoire d'inexpliqué. Donc ce principe de bootstrap nous conduit à calculer plusieurs choses, une distribution empirique pour chacun des coefficients, et ensuite comment on peut transmettre cet aléa sur les coefficients au résultat de la simulation du modèle. Donc on va projeter un grand nombre de fois, donc 1000 fois en l'occurrence, le modèle, et on va calculer à chaque fois un compte central et notre variante, et on va présenter la distribution de ces écarts. Ce qui nous donne une distribution empirique pour les coefficients. Donc vous voyez qu'on a repris une équation, une des équations de comportement du modèle. Et pour chacun des coefficients, on peut tracer la distribution empirique comme ceci. Donc c'est assez intensif en calcul, mais on s'en sort bien. Une illustration sur une hausse de l'efficience du travail. Si on augmente l'efficience du travail de 1%, à court terme, on va avoir une augmentation de la productivité et donc une baisse de l'emploi. On va limiter les gains de productivité aux salariés du fait de l'augmentation du chômage, et cela va peser légèrement sur la consommation. Et à moyen terme, la consommation va remonter. Ça, c'est le scénario
centrale de notre variante, donc en noir, et nous, ce qu'on produit, ce sont les bornes des intervalles de confiance à 95%, et en l'occurrence, ça peut nous interroger sur la vitesse de redémarrage de la consommation après une baisse temporaire. Est-ce que, dans un scénario, on va dire favorable, on a tout de suite une augmentation de la consommation des ménages, ou au contraire, est-ce que le temps d'établissement du redémarrage de la consommation est un peu plus long pour repasser au-dessus de zéro, vous voyez ici. Donc on a pas mal d'informations à exploiter sur ce type de produits pour justement adapter ou tempérer le discours qu'on peut avoir par rapport au discours économique sur la variante. Alors, ça, on augmente donc le tableau, la fiche de PIB des intervalles de confiance. C'est pas très lisible, mais c'est le tableau augmenté par rapport au premier slide. Et le deuxième point, si il me reste, Julien, il me reste 3 minutes 5 minutes, super, merci beaucoup. Donc, une autre application avec les mêmes calculs que l'on a pu mener, c'est l'apport du modèle à l'analyse rétrospective des faits. Donc, est-ce que c'est possible de relire le passé avec le modèle? Concrètement, la possibilité de comparer, comme on l'a vu sur le graphique introductif, sur le passé récent, la trajectoire observée et des simulations contrefactuelles qui auraient pu produire une autre trajectoire, une autre histoire. Alors, ça nous permet de confronter le modèle à des chocs réels, donc des chocs de grande ampleur pendant la crise de 2008. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire dès que possible, dans quelques années, probablement, l'analyse rétrospective de la crise qu'on vient de connaître, quand on aura probablement les données, quand on aura à réestimer le modèle, avec des données qui englobent les années actuelles. Donc l'enjeu, c'est de construire des intervalles de fluctuation autour de la trajectoire historique et de mesurer la robustesse des simulations du modèle, c'est-à-dire sa sensibilité aux aléas. Alors, on a déjà tout dans notre boîte à outils du Bootstrap, c'est-à-dire qu'on a déjà les trajectoires observées, des variables endogènes et exogènes, on a estimé l'ensemble des coefficients du modèle et leur distribution empirique de fait, et on a nos résidus qui sont calculés sur la période historique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va effectuer 1000 simulations de trajectoire entre le premier trimestre de 2008 et le dernier trimestre de 2014, en tirant avec remise les résidus dans cette plage de temps. Et on va calculer de la même façon 1000 histoires alternatives, et on va en déduire les intervalles de fluctuation à 95% pour les principales variables du modèle. Ce qui nous donne, par exemple, sur le PIB-volume sur la période post-crise, crise et post-crise, des intervalles de confiance. Je ne reviens pas sur la distinction entre les intervalles en pointillés et en rouge, mais on a deux méthodes alternatives, mais qui donnent des résultats proches. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début de la crise, l'intervalle, la trajectoire historique était assez bas dans l'intervalle de confiance, et qu'ensuite, on sort plutôt assez haut, ce qui nous amène à pas mal de questions sur la méthode. Alors déjà sur l'ampleur de l'intervalle de fluctuation, qui traduit l'ampleur des chocs de la crise. Et ce qui nous amène à nous questionner sur les effets, notamment de politique publique en fin de période, qui ont conduit à avoir ce profil-là. Alors, justement, quelques enseignements. On a des résultats qui sont hétérogènes selon les variables, donc notamment sur la volatilité des prix qui augmente de façon plus importante que celle des variables en volume. La présence de trajectoires hors des bandes de confiance à 95%, qui souligne, s'il le fallait, le caractère exceptionnel de la crise par rapport aux trajectoires simulées. Et en fin de période, un phénomène de rattrapage de l'économie qui a placé la trajectoire observée dans le haut de la fourchette. Et est-ce qu'il est possible de distinguer, avec ces outils-là, l'effet des politiques publiques d'une évolution structurelle de l'économie sur la période? Alors, quelques mots de conclusion rapide. Ces résultats sont originaux pour ce qui est de la partie de la prise en compte de l'aléa dans les simulations de mésanges. C'est une méthode relativement simple et éprouvée. On a repris les travaux qui avaient été faits sur un modèle zone euro qui était à l'INSEE il y a une dizaine d'années.
L'analyse préliminaire des résidus économétriques montre la validité de la méthode, et on a quelques conclusions opérationnelles sur notamment la vitesse de diffusion d'un effet à certaines variables et la significativité des effets à moyen terme. Et donc, j'en arrive à vous remercier avec la petite mésange traditionnelle quand il s'agit de parler de ce modèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, je propose de prendre les questions à la fin des trois présentations, à l'issue. Et donc, je vais passer la parole à Stéphanie Impens, qui est à distance. Donc, je vais vous présenter ici le résultat d'un travail que j'ai fait sur mon précédent poste à l'INSEE avec Guillaume Marion, qui était au département de la conjoncture, et Théo Roudil-Valentin, qui effectuait un stage et qui était à l'ENSAI. Donc, en fait, ça explique la construction d'un indicateur de sentiment médiatique à partir d'articles de journaux. C'est la poursuite en fait d'un précédent travail qui avait été réalisé déjà au département de la conjoncture, par Combe, Renaud, Comon et Bortoli, qui avait été publié en 2017. Donc je vais d'abord vous expliquer les données que nous avions à notre disposition, comment nous avons traité ces données, ainsi que la construction de l'indicateur de sentiment médiatique. Ensuite, nous ferons un peu d'analyse économique à partir de cet indicateur de sentiment. Donc, c'est particulièrement intéressant dans le cas de la crise sanitaire liée au Covid-19. Et enfin, j'évoquerai une méthode alternative qui n'est pas entièrement satisfaisante, mais qui est très prometteuse. Donc, d'abord, les données. En fait, initialement, nous avions deux bases de données à notre disposition. Donc, d'abord, les articles du Monde qui avaient été collectés par les auteurs du précédent travail. Donc, Bortoli, publié en 2018-2017. Et cette base, en fait, s'arrêtait en février 2018. Et les articles des Échos, donc que la base s'arrêtait en 2019, qui nous avait été fournis par le journal. Et donc, nous avons mis à jour, en fait, ces deux bases par un web scrapping sur les sites des journaux. Donc, les données que nous avons utilisées, le titre, le chapeau, le texte des articles. Donc, en fait, tout ça a été concaténé pour former donc un seul texte par article. Et ensuite, nous avons procédé à un nettoyage standard du texte, donc ce qui est assez usuel en text mining. C'est-à-dire que nous avons supprimé la ponctuation, les nombres, les accents. Et ensuite, seuls les noms, les verbes et les adjectifs ont été conservés. Donc, on s'est posé la question sur les adverbes, mais finalement, ça n'a pas été fait. Et nous avons utilisé pour cela la librairie Spacy et son modèle de langue, donc FR, Core News, FM, SM, entraîné sur des articles de journaux, donc librairie Python. Donc, on a utilisé les lemmes, ce qui est un peu différent du précédent travail où, en fait, les auteurs avaient procédé à une racinisation, ce qui est un peu moins précis. Et au final, en fait, nous avions à notre disposition 2,6 millions d'articles de janvier 1990 à octobre 2021. Donc ensuite, nous avons procédé à une sélection des articles pertinents. Alors, notre indicateur, en fait, c'est un indicateur par dictionnaire. Et en fait, plus les articles sont bien sélectionnés, en fait, mieux ça marche. Donc, nous cherchions en fait à construire un indicateur, donc mesurant l'activité économique. Donc, en fait, on a intérêt à avoir des articles qui traitent au plus proche de l'économie. Donc, pour sélectionner ces articles, en fait, les articles sur les sites web et dans nos deux bases sont classés par grands thèmes. C'est-à-dire qu'on a un sport international, mais on a aussi en fait des thèmes qui sont beaucoup plus liés à l'économie, comme conjoncture, indicateurs économiques et économie pour le monde.
Et donc, ces labels ont été utilisés pour construire un échantillon d'apprentissage afin d'entraîner un modèle à prédire ou non le caractère économique d'un texte. Donc, en fait, on atteint plus de 90% en fait, de biens classés dans ce modèle. Et en fait, pour que ça fonctionne vraiment bien, donc on a placé donc des articles économiques et, et en fait, pour les articles qui étaient tagués non économiques, on a pris en fait vraiment des articles qui n'étaient pas économiques, c'est-à-dire dans des rubriques comme art, culture, sport. Donc, et compte tenu en fait de toutes ces précautions, la précision du modèle est très bonne. Ensuite, nous avons sélectionné les articles qui concernaient la France. Donc, pour cela, en fait, on a compté les mots qui sont présents dans les articles. Donc, des mots en fait qui se rapportaient à des entités géographiques hors de la France, des noms de pays, États-Unis, Canada, et puis à des entités géographiques françaises, comme par exemple le nom des départements Nord, comme Bretagne, etc. Et ensuite, on a compté le nombre d'entités géographiques françaises et non françaises, et tous les articles qui avaient plus de références à une entité géographique française, on les a conservés. Et par convention, les articles sans aucune référence à une entité géographique ont été aussi retenus, puisque comme on avait en fait des journaux français, il y avait de grandes chances qu'ils concernent aussi la France. Donc, pour éviter toute référence circulaire, les articles contenant le nom d'un organisme producteur de statistiques, comme par exemple DARES ou INSEE, ont été supprimés. Et à la fin, il nous reste environ 488 000 articles, ce qui est déjà en fait un sacré nettoyage. Donc, pourquoi construire un indicateur de sentiment médiatique à partir d'articles de journaux, qui est une source assez inhabituelle? En fait, la plupart des indicateurs conjoncturels utilisés habituellement ont une fréquence mensuelle ou trimestrielle et sont diffusés assez tardivement, donc après la fin du mois ou du trimestre. Donc, le fait de construire un indicateur à partir d'articles de journaux, ça permet de disposer de l'information plus rapidement. Et c'est très utile, en particulier durant une crise économique où on a du mal en fait à réaliser des enquêtes. En fait, les articles de presse, ça paraissait en fait quelque chose de tout syndiqué, parce que donc c'est déjà en fait utilisé pour la conjoncture. Donc, comme je l'expliquais en introduction, cet indicateur prolonge un travail qui avait déjà été fait par le département de la conjoncture, travail de Bortoli, Combe et Renaud, qui avait déjà fait l'objet d'une publication dans une note de conjoncture en 2017. Donc, en fait, ces auteurs avaient calculé un indicateur de sentiment médiatique à partir d'un dictionnaire de mots positifs et négatifs, des mots concernant l'économie, et à partir des articles du Monde. Donc en fait, ce travail étend en fait ceci, parce qu'il a été étendu aux Échos, qui est un quotidien plus spécialisé en économie. Et aussi, nous avons introduit une méthode de sélection automatique de mots pour enrichir le dictionnaire. Et ensuite, en fait, on analyse une période qui est aussi différente, puisque c'est d'une période très très chahutée du point de vue de la conjoncture. Donc, pour construire en fait un indicateur de sentiment médiatique, en fait, on fait l'hypothèse que la fréquence de certains mots dans les articles est liée à l'activité économique. Donc, si en fait on trace la fréquence des mots, en fait, on s'aperçoit que ça semble être le cas, parce que par exemple le mot crise en fait a un pic juste lors de la crise des subprimes et de la crise sanitaire du coronavirus. Subprime en fait connaît un pic en 2008,
Et si on voit en fait des mots comme campagne, on voit que c'est très lié aux campagnes, aux élections. Donc, comment a-t-on construit l'indicateur de sentiment médiatique? Donc, on a utilisé un dictionnaire de mots positifs et négatifs. Alors, positif, ça peut être croissance. Donc, négatif, par exemple, grève. Et donc, un score a été calculé pour chaque article. Donc, nombre de mots positifs moins nombre de mots négatifs sur le nombre total de mots des articles pour prendre en compte la différence de longueur des différents articles. Et ensuite, l'indicateur de sentiment médiatique est obtenu comme la moyenne de ces scores sur la période que l'on cherche à estimer. Donc en fait, ça permet de calculer des scores en fait mensuels, mais aussi comment, par semaine ou par jour. Donc, on a utilisé le dictionnaire élaboré lors du précédent travail, mais on a aussi ajouté des mots par des méthodes de NLP. Donc, on a utilisé essentiellement des forêts aléatoires qui finalement rapportent peu de mots et un word2vec, donc un plongement lexical. Donc, en fait, on regardait les mots du dictionnaire et dans le Word2Vec et on retenait en fait les mots qui étaient à proximité des mots du dictionnaire en gardant en fait la même valeur du mot positif ou négatif. Donc, si on regarde en fait les mots négatifs supplémentaires en 2020, donc on a fait cela par année, on s'aperçoit que ça enfin, c'est assez cohérent. On a en fait des mots qui sont liés à la crise sanitaire, donc quatorzaine, épidémiologique, drastique, donc espace zoom. Et les mots positifs en fait sont propulsés, bondir. Donc on a aussi en fait des mots qui sont un peu plus douteux comme fraise. Donc si on regarde en fait la projection des mots donc dans l'espace. Alors, c'est un espace un peu particulier parce que les deux axes, en fait, sont formés par la moyenne des vecteurs des mots positifs et des vecteurs, en fait, des mots négatifs donc dans le dictionnaire. Donc, en fait, on voit que dans le dictionnaire initial, on a deux nuages de points qui correspondent aux mots positifs donc, et négatifs, ce qui est donc normal. Et en fait, quand on regarde le dictionnaire enrichi, eh bien, comme on a cette même différence avec peut-être un peu plus de flou. Donc, ce qui suggérerait qu'il y aurait certainement encore du nettoyage à faire donc, dans le dictionnaire. Donc, on va passer maintenant à l'analyse économique avec cet indicateur de sentiment médiatique. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'indicateur suit assez les évolutions de la conjoncture. Donc ici, c'est l'indice du climat des affaires et qu'il baisse bien lors de la crise sanitaire. Donc on remarque que l'indice de sentiment médiatique avec le nouveau dictionnaire, donc le dictionnaire enrichi, en fait, semble un peu moins volatile que l'indice calculé avec le dictionnaire initial. Et si on regarde en fait un peu plus dans le détail, donc c'est-à-dire au jour le jour, donc en fait c'est un indice quotidien en sachant que l'indice quotidien est très très bruté, donc en fait il a été lissé sur 7 jours. Donc le premier confinement apparaît bien, donc c'est-à-dire qu'on a bien une baisse en fait de l'indicateur de sentiment médiatique. Donc le deuxième confinement apparaît un peu moins bien, on observe quand même en fait les couvre-feux. Euh, et ensuite, donc si on regarde une période plus récente, donc on a en fait le troisième confinement. Donc on peut remarquer aussi que cet indicateur en fait est très très chahuté et enfin parfois en fait il baisse et c'est un peu une limite de la source, c'est-à-dire que dès qu'il y a en fait euh, beaucoup d'articles qui parlent en fait négativement d'un sujet et qui ne traitent pas forcément d'économie, l'indicateur baisse. Donc ensuite, on a introduit l'indicateur calculé mensuellement
dans des équations d'étalonnage, donc pour vérifier si ça a aidé un peu mieux à prédire le PIB. Donc on avait en fait un modèle où en fait on explique la variation trimestrielle du PIB par la variation trimestrielle du PIB retardé et la variation du climat des affaires. Et en fait, on ajoute donc dans ce modèle l'indicateur de sentiment médiatique. Donc en fait, on a trois équations pour gérer en fait la différence de périodicité donc des séries. Donc en fait, la différence dans le climat des affaires en fait a été calculée comme la différence entre le mois disponible ou la moyenne des mois disponibles et la moyenne en fait du trimestre précédent. Donc c'est une façon en fait de gérer la différence de périodicité. Et en fait, on s'aperçoit que en introduisant l'indicateur de sentiment médiatique, ça semble un peu améliorer les équations, sauf en fait dans le mois 3. Donc, ce qui est assez cohérent avec d'autres publications en fait, qui disaient que l'indicateur de sentiment médiatique était surtout utile lorsque l'on ne disposait pas d'informations par ailleurs. Aussi, une petite précision, ces équations ont été calculées donc, hors crise sanitaire, puisque en fait, les évolutions de la crise sanitaire en fait, n'ont rien à voir. Donc ensuite, nous avons testé une méthode alternative. En fait, on a cherché à prédire directement donc le PIB, ou du moins en fait une version mensualisée du PIB. Directement à partir en fait des mots des journaux par une régression pénalisée. Donc en fait c'était un élastique net et en utilisant en fait une pondération TF-IDF en fait qui prend en compte qui pondère en fait les mots fréquents dans tous les articles donc sont pondérés négativement. Donc, si on regarde, donc en fait, on a pris un échantillon d'entraînement donc jusqu'en décembre 2016. Et en fait, donc, si on essaye donc de prédire à l'aide du modèle estimé, en fait, on s'aperçoit qu'on a bien une baisse donc en 2020. Donc, si on fait en fait une prévision donc, en T+1, c'est-à-dire qu'on fait avancer le modèle, bon, la prévision est plus fiable. En fait, les coefficients donc s'ajustent. Donc ensuite, on a essayé de se placer donc plus dans la vie réelle et de tester le modèle sur des fenêtres glissantes. Donc, on avait en fait une période d'entraînement de plus de 20 ans et on faisait agrandir en fait, enfin on agrandissait la période d'entraînement au fur et à mesure en ajoutant en fait des mois supplémentaires. Et on a comparé en fait les prédictions donc, à l'horizon T+1, T+2, T+3, donc avec en fait le niveau d'activité. Donc en fait, on a utilisé la variable en fait à prédire. Donc en fait, c'était le PIB mensuel. Alors c'est pas un vrai PIB mensuel, c'est en fait tout est mythe donc de la méthode. C'est en fait le PIB trimestriel qui a été mensualisé par une moyenne mobile. Donc ça présente en fait le désavantage de faire entrer un peu du futur de la série dans le passé. Donc en fait, on voit que les séries en fait baissent bien avec un peu de retard. Bon, avec la limite en fait que je viens de dire, c'est-à-dire que si le PIB baisse, c'est que en fait il a un peu du futur. Donc en fait, ce travail donc en fait est désormais donc terminé. Donc en fait, il y aurait sans doute des pistes d'amélioration. Donc en fait, comme je l'ai déjà évoqué, c'est-à-dire que comme le dictionnaire en fait devrait sans doute en fait être encore nettoyé, et il y a sans doute en fait des améliorations au niveau donc du modèle.
parce que là, en fait, on sélectionne directement en fait, à partir des mots, ce qui fait un très très grand nombre de séries, donc éventuellement très très corrélées. Donc en fait, il faudrait sans doute retravailler et ensuite, c'est sans doute très très sensible au choc ponctuel. Donc, je vous remercie de votre attention et c'est là en fait que je m'arrête. Merci beaucoup Stéphanie. Et je passe la parole donc, pour une présentation à deux voix à Marion Cabrol et Kevin Fernandez. Bonjour. Bonjour. Donc Marion Cabrol et Kevin Fernandez de la Société Générale. Donc, tout comme les deux présentations précédentes, on va présenter un sujet de prédiction du PIB, donc en l'occurrence un casting du PIB français. Et on va s'attarder sur une des étapes de notre cadre de modélisation. Donc, il s'agira de l'imputation des données non encore publiées, donc autrement dit l'estimation des variables explicatives du PIB français qui n'auront pas au préalable été publiées. Donc, cette modélisation néocasting, elle est confrontée à de nombreux obstacles imposés par le fait qu'on souhaite se mettre à la place d'un prévisionniste en temps réel. Donc, autrement dit, notre modélisation est basée sur un flux de données en temps réel, tout en tenant compte des nombreuses contraintes des variables. Donc, si par exemple on a des variables macroéconomiques, ces variables sont revues très fréquemment. Également, elles ne sont pas publiées en même temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont surtout des méthodes économétriques comme les Dynamic Factor Models qui sont utilisées dans le domaine du nowcasting. Il y a encore très peu de machine learning, même si ça émerge de plus en plus, comme on l'a vu avec la présentation précédente de Stéphanie. Et pourtant, donc, on a des résultats assez probants sur le machine learning. Il s'adapte très bien à un certain volume de données non négligeables. Cependant, il requiert un ensemble prédéfini de variables explicatives. Et ce qui est vrai, c'est que quand on est soumis à cette fameuse contrainte de publication différentes, ça peut poser problème. Donc, notre étude, elle propose une modélisation en deux étapes basée sur un flux de données réaliste, macroéconomique et financière. Donc, ce qu'on entend par flux de données réaliste, c'est le fait que chaque observation ne va plus être identifiée grâce à un couple période valorisée valeur, mais par un triplet période valorisée, date de publication, valeur. Donc en fait, on prend en compte la disponibilité de nos données. Donc l'étude propose des solutions concrètes sur les problématiques de nos variables, comme celles qu'on a vues dans le slide précédent, et réadapte les traitements de séries temporelles classiques en prenant en compte les révisions et ce fameux triplet. Donc notre modélisation en deux temps, elle a d'abord une première étape d'imputation des variables non encore publiées, donc la fameuse sur laquelle porte notre étude. Donc il s'agit d'estimer les variables explicatives non encore publiées. Et puis une étape de prédiction du PIB. Donc cette étape de prédiction, elle est à la fois basée sur les variables explicatives publiées et les variables explicatives non publiées, mais estimées grâce à la première étape. Donc cette modélisation en deux temps, elle a de nombreux avantages, notamment le fait qu'elle puisse être utilisée avec de nombreux modèles, comme le machine learning, puisqu'en fait, grâce à l'étape d'imputation, on va avoir un jeu de données complet, qu'on pourrait appliquer du machine learning. Également, le fait qu'on a un modèle unique, quelle que soit l'information disponible tout au long du trimestre. Et puis, également, le fait qu'avec notre étape d'imputation, et notamment si on utilise une imputation multivariée, on va pouvoir prendre en compte les interactions entre les variables explicatives. Donc cette modélisation en deux temps, elle avait déjà été vue dans le passé, même si elle n'est pas forcément très fameuse dans le domaine du nowcasting. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que pour l'étape d'imputation, c'est essentiellement des méthodes autorégressives qui avaient été testées. Donc pour notre étude, on va se poser la question de quel est finalement le candidat optimal pour la première étape d'imputation. Donc pour ce faire, on s'est inspiré de méthodes de machine learning, voire de deep learning, et également de méthodes de l'imputation des données manquantes stricto sensu. Et puis forcément, on a voulu comparer ça aux méthodes prévision temporelle autorégressive comme benchmark. Donc sans pour autant divulguer le reste de la présentation, on peut retenir un résultat, c'est le fait qu'on arrive finalement à trouver de meilleures méthodes que les méthodes autorégressives. Donc maintenant, on va passer aux étapes de création et traitement du flux de données.
Donc on a 6 étapes. Une première étape de création, donc finalement retrouver notre fameux triplet. Et puis 5 étapes de traitement, donc il s'agira forcément de traiter les données pour ne pas rendre une modélisation fallacieuse. Donc pour pouvoir se représenter assez brièvement ce qu'on entend par notre flux de données, on a cet exemple factice où on a notre triplet, donc une période valorisée, il s'agira finalement du trimestre, puisqu'on sait prédire un PIB trimestriel. Date de publication ou date de disponibilité, donc date à laquelle on peut observer notre valeur, et puis effectivement la valeur. Donc d'abord une étape de création du flux de données. Donc l'idée est de créer ce fameux triplet. Or initialement, on va détenir des séries temporelles qui seront identifiées grâce au fameux couple période valorisée valeur. Donc l'idée est de retrouver la date de publication. Heureusement pour nous, sur des périodes récentes, on détient la date de publication. Donc l'idée est de déterminer de manière automatique, parce qu'on a 600 variables, donc on ne va pas le faire à la main, s'il existe une règle de publication, et si c'est le cas, on ira la projeter sur l'ensemble de l'historique. Ensuite, on va passer aux étapes de traitement du flux de données. Donc on a une première étape de traitement qui concerne le changement de nomenclature. Donc le changement de nomenclature, il s'agit de redéfinir une variable économique pour qu'elle prenne en compte une évolution dans l'économie. Donc par exemple, l'incorporation des ordinateurs dans le PIB. Donc l'idée est de détecter ce changement de nomenclature et puis de corriger l'ensemble de nos flux sur ce changement de nomenclature. Donc on peut voir un exemple, j'espère que vous voyez suffisamment. Mais si on prend le premier graphique à gauche, donc il s'agit du flux de données du PIB au cours du temps. Donc chaque trait de couleur différente va représenter un ordre d'estimation du PIB qui aura été publié. Donc si je prends un exemple, les traits bleus peuvent par exemple représenter la première estimation du PIB qui a été publiée. Et puis on s'aperçoit qu'en 2014, on a un saut dans nos données. Donc ce saut est représenté par le trait violet. Il s'agit d'un changement de nomenclature. Donc l'idée est de détecter tous les changements de nomenclature de manière automatique, sans prendre en compte des chocs économiques évidemment, et une fois que ça aurait été détecté, finalement de corriger l'ensemble de nos séries temporelles pour qu'elles soient retransmises dans un changement de nomenclature, le dernier changement de nomenclature. Alors, concernant la troisième étape de notre processus de création et d'agrégation de l'ensemble de notre flux de données, pour celui-ci, on s'intéresse à la stationnarité de notre flux de données et plus particulièrement à la stationnarité en tendance de l'ensemble de nos séries temporelles. Puisqu'en effet, l'ensemble des séries économiques et financières présentent bien souvent des tendances, donc que ce soit des tendances déterministes ou encore des tendances stochastiques. Alors l'idée ici, ça va être d'adapter les traitements usuels de détection et suppression de tendances afin de les rendre compatibles avec notre flux de données qui est, pour rappel, double indexé. Donc double indexé, comme l'a dit Marion, par la période valorisée et la date de publication. Alors l'idée, ça va être de détecter la présence éventuelle de tendances sur la série agrégée par les dernières révisions de chaque période valorisée, puis de venir traiter notre flux de manière séquentielle afin de retrancher les éventuelles tendances. Donc peut-être pour illustrer tout ça, donc on voit que sur le graphique de gauche, ici à l'écran, on voit le flux de données de l'indice des volumes de vente, donc relatif aux automobiles et aux motocycles. Donc on voit très bien à minima la présence d'une tendance déterministe. Le graphique du milieu ici présente ce même flux de données sur lequel on est venu retrancher la tendance déterministe. Et enfin, le graphique de droite ici présente encore une fois ce même flux de données, mais sur lequel on est venu retrancher à la fois la tendance déterministe et à la fois la tendance stochastique. Ensuite, la quatrième étape de notre processus concerne l'incorporation à notre flux de données de ces mêmes variables explicatives, mais décalées dans le temps, puisque certaines variables comme les contrats de mise en chantier mettent parfois plusieurs mois, voire plusieurs trimestres avant d'avoir un réel impact sur le PIB. Ensuite, la cinquième étape concerne une étape dans laquelle on applique des filtres temporels. On peut notamment penser à garder uniquement les variables explicatives qui, en moyenne, donc sur des périodes récentes, sont publiées avant la première estimation du PIB, puisque c'est la variable que l'on cherche à prédire. Alors en pratique, comme on peut voir sur le graphique, à 30 jours après la fin du trimestre, donc qui est modélisé par la date T0 ici en abscisse, on garde environ 65% de nos variables explicatives.
Enfin, la dernière étape de notre processus d'agrégation concerne l'agrégation de notre flux de données et plus particulièrement l'agrégation de l'ensemble de nos séries temporelles qui, pour rappel, sont échantillonnées à des fréquences parfois différentes. Étant donné que la variable cible, donc la variable à prédire, est trimestrielle, on va venir agréger l'ensemble de notre flux de données à cette même fréquence. Alors, concernant les variables mensuelles, on aurait pu suivre la littérature à ce sujet et les agréger de manière trimestrielle en une unique variable en faisant des méthodes d'agrégation sur les 3 valeurs relatives à un trimestre. Mais des études réalisées par certains macroéconomistes de la Société Générale suggèrent que les contributions peuvent varier d'un mois sur l'autre. Par exemple, le 3e mois des enquêtes de production, donc un indice PMI, semble avoir plus d'importance relativement à la prédiction du PIB que le 1er mois de cette même variable. Donc l'idée ici est de distinguer les 3 valeurs de nos variables mensuelles au sein d'un trimestre en tant que 3 variables explicatives trimestrielles séparées. Concernant les variables qui sont déjà échantillonnées à la fréquence trimestrielle, aucun travail n'est nécessaire, alors que pour nos variables quotidiennes ou journalières, donc qui pour rappel sont uniquement composées de données de marché, là on est venu les agréger de manière dynamique en une unique variable qui peut agir ici potentiellement comme un signal précurseur de retournement. Donc on peut penser notamment aux volatilités de différents marchés ou encore au lent grandement de certaines matières premières. Alors maintenant qu'on vous a présenté l'ensemble du processus de traitement adapté à nos séries double indexées, on va vous présenter plus en détail le cadre de modélisation. Alors comme a pu le mentionner Marion en début de présentation, le cadre de modélisation s'articule vraiment en 2 étapes. Une première étape où on va venir imputer les variables non encore publiées, donc par abus de langage on les appelle aussi données manquantes, d'où le nom imputation de cette étape, et ensuite la seconde étape dans laquelle on va venir prédire le PIB. Alors avant de rentrer dans le détail des différentes méthodes que l'on a utilisées pour chaque étape, on illustre ici, avec cet exemple factice, vraiment la nécessité de cette première étape d'imputation. Donc si on suppose de manière purement hypothétique que nous sommes le 25 octobre 2019 et que nous cherchions à avoir des premières estimations sur le PIB du même trimestre, donc c'est-à-dire le T4 2019, on remarque à cette même date que l'information économique disponible est limitée, puisque seulement 2 variables sur l'ensemble de nos variables explicatives sont disponibles. Et donc tout l'enjeu ici va être de se placer dans un contexte réadapté de machine learning, dans lequel on va estimer l'ensemble de nos variables explicatives manquantes afin de nourrir le modèle de prédiction. Alors, dans notre cadre, on doit cependant faire attention à utiliser uniquement et entièrement les données qui étaient disponibles, et plus précisément concernant les trimestres précédents, puisqu'on ne veut utiliser que les révisions qui étaient présentes à cette même date. Alors, en pratique, pour cette première étape d'imputation, on a étudié et testé environ une trentaine de modèles, donc qui ont été chacun optimisés à notre problématique. Et ces trentaines de méthodes, on les a regroupées globalement en 4 grandes familles différentes. Donc l'idée ici, c'est vraiment pas de venir détailler chaque méthode et encore moins chaque famille dans le détail, mais plutôt de donner un aperçu global des méthodes que l'on a utilisées. Donc la première famille de méthodes, ce sont les méthodes usuelles d'imputation, donc à la fois les méthodes univariées ou encore les méthodes d'imputation dérivées des KNN, donc comme son nom l'indique, issues des transformations de l'algorithme de prédiction KNN. La seconde grande famille des méthodes concerne les méthodes économétriques et d'apprentissage statistique. Donc on a notamment les modélisations sous forme de séries temporelles, donc dans lequel on va présupposer une dynamique à nos variables explicatives. Donc on peut penser à la modélisation ARMA pour être dans le traditionnel, à la modélisation Prophet de Facebook, ou encore dans le cadre multivarié, à une modélisation sous forme d'espace éteint. Dans cette même famille, on a les méthodes d'imputation monotone, donc qui, elles, reposent sur une hypothèse assez forte, qui est que le mécanisme de données manquantes est quant à lui monotone. Mais cette famille d'algorithmes, elle a un atout, c'est qu'on peut la combiner à différents algorithmes de prédiction. Ensuite, la troisième grande famille d'imputation
concerne tout un pan de la littérature qui est relatif à l'imputation multiple. Donc l'imputation multiple, elle sert principalement à avoir des mesures d'incertitude sur les imputations. Donc nous, dans notre cas, on ne s'intéresse pas à ces mesures d'incertitude, mais on a quand même réadapté ces méthodes pour avoir en fait l'essence même de ces méthodes, qui est le procédé d'imputation, qui varie un peu des autres méthodes. Et enfin, la dernière famille, elle se base sur l'ensemble des méthodes issues de l'apprentissage profond, puisqu'à l'heure actuelle, on a certaines architectures qui permettent de répondre à cette problématique de données manquantes. Et on peut penser notamment à la théorie des auto-encodeurs ou à la théorie des réseaux antagonistes génératifs, ou GAN. Alors en pratique, l'ensemble de ces méthodes ont été déployées en Python dans notre cas et ont dû être réadaptées à notre problématique temporelle, notamment à cause de la date de publication. Et peut-être juste ajouter ici que pour les méthodes de deep learning, on a utilisé le framework TensorFlow. Ensuite, pour la deuxième étape de prédiction du PIB, et même si ce n'est pas quelque chose central au cœur de notre étude, on a décidé d'utiliser, de tester différents types de modèles aux propriétés intrinsèques bien différentes. Donc on a testé bien sûr des modèles linéaires pénalisants ou non, des méthodes non linéaires comme les arbres, que l'on est venu agréger de manière différente avec des méthodes de bagging ou de boosting. Donc l'idée maintenant est de trouver le candidat optimal pour la phase d'imputation, et pour ce faire, on va regarder forcément les performances. Donc on a deux types de performances. D'abord les métriques intrinsèques, donc il s'agira d'évaluer finalement la première étape d'imputation, et puis les métriques extrinsèques, où il s'agira d'évaluer l'étape de prédiction du PIB. Donc indirectement, pour avoir la prédiction, on a besoin de l'imputation. Donc au final, les métriques extrinsèques vont évaluer l'ensemble du cadre de modélisation. Et c'est la raison pour laquelle on accordera davantage d'importance à ces métriques. Donc également, on va utiliser un processus de validation croisée temporelle où on devra prendre en compte la double indexation temporelle. Donc on va regarder les résultats sur une période hors crise Covid-19, tout d'abord, qu'on qualifiera de business as usual, puisqu'il s'agit de 2017 à 2019 inclus. Et on va regarder les performances sur la tâche d'imputation. On s'aperçoit de plusieurs résultats intéressants. On a effectivement l'expectation maximization qui donne de très bons résultats, et également des algorithmes dérivés de la famille des KNN. On a également le fait qu'on ait une sous-performance des méthodes de prévision temporelle qui sont représentées en rouge. Donc autrement dit, c'était les méthodes qui avaient été vues dans les précédents papiers. Donc sur cette tâche-là, ce n'est pas forcément les meilleures. Ensuite, sur la performance extrinsèque, donc la performance de prédiction PIB, on a également plusieurs résultats intéressants. Donc on a deux modélisations qui sont prééminentes. La modélisation espace-état qu'on a basée sur le filtre de Kalman et la modélisation IKNN, donc toujours issue de la famille des KNN. Les IKNN donnent finalement de meilleures prédictions pour ce qui est de récession ou croissance. Donc on va finalement privilégier les IKNN. Également, on s'aperçoit en rouge donc les méthodes de provision temporelle. Donc là encore, on voit que ce ne sont pas forcément les meilleurs résultats. Donc on peut visualiser également l'évolution finalement de nos performances au cours des deux étapes, et ainsi regarder les performances qui sont stables sur ces deux étapes. Donc effectivement, l'IKNN, comme on le disait tout à l'heure, est stable. C'est également le cas de la modélisation espace-état, et tous les deux surperforment. Au contraire, donc les méthodes autorégressives et les gains, eux, vont sous-performer. Maintenant, on va pouvoir regarder les résultats dans un autre contexte. Il s'agit du début de crise Covid-19, et on s'en doute beaucoup plus difficile à prédire. Donc on va regarder les performances extrinsèques, même si finalement on a à peu près les mêmes résultats sur les performances intrinsèques. Donc on s'aperçoit qu'effectivement on a une erreur multipliée par 10 sur ce début de période, donc effectivement complètement plus difficile à prédire au vu des données finalement qu'on a, donc macroéconomiques et financières. On voit également qu'on a un chamboulement dans le classement de nos méthodes. Et puis, on s'aperçoit que la monotone imputation donne de très bons résultats, et c'est également le cas sur les performances intrinsèques, donc finalement, on la privilégiera par la suite sur un contexte de début de crise. Donc du coup, on a deux candidats sur deux scénarios économiques assez différents. Donc on a l'IKNN qui performe très bien sur une période business as usual, et puis l'imputation monotone qui performe très bien sur un début de crise.
Donc on peut visualiser l'évolution de l'erreur moyenne sur ces deux périodes. Donc en haut, hors crise Covid, en bas, crise Covid. En bleu, on aura l'IKNN et en vert, l'imputation monotone. Donc on voit que l'imputation monotone ne prédit pas du tout bien dans un contexte business as usual. Au contraire, l'IKNN, lui, performe très bien. Également le fait qu'on voit bien la décroissance de l'erreur au cours du trimestre. Pourquoi ? Parce que finalement, notre jeu de données vient s'enrichir, donc on a davantage de précision pour pouvoir prédire le PIB. Alors peut-être pour conclure très rapidement, on va s'attarder sur 2 points. Donc le premier point, de manière un peu naturelle, on va faire le bilan de cette étude. Donc comme on a pu le voir dans les résultats présentés par Marion, on voit que les méthodes d'imputation que l'on a introduites permettent d'avoir de meilleures performances que les méthodes de prévision temporelle classique. On peut penser notamment à l'algorithme de IKNN, donc qui quant à lui fait partie de la famille des méthodes dérivées des KNN et à la fois à la famille de l'imputation multiple. Et ensuite, on a aussi l'imputation monotone qui se distingue dans un scénario un peu plus stressé. Ensuite, le deuxième grand point, c'est les voies d'amélioration possibles. Alors, on pourrait ajouter des données alternatives, donc que ce soit des données textuelles comme la présentation précédente ou les données de Google Trends, donc qui semblent avoir en début de trimestre une utilité relative à la prédiction. On pourrait également estimer nos variables, donc l'imputation, en utilisant des sous-familles économiques. En troisième piste d'amélioration, on pourrait sélectionner un nombre de variables plus important, puisque des études de sensibilité, donc on n'a pas eu le temps de présenter ici, suggèrent que plus on augmenterait l'ensemble de nos variables explicatives, et plus les performances auraient tendance à croître. Et enfin, on pourrait utiliser des modèles qui imputent et régressent simultanément. Donc on peut penser à la modélisation BRITS, qui est quant à elle basée sur la théorie des réseaux de neurones bidirectionnels. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bien, merci beaucoup pour ce papier assez complet. Je crois que les 3 présentations étaient très claires. Bon, on sait que la méthodologie qu'on va utiliser dépend de la question qu'on se pose. On n'utilise pas forcément, par exemple, les gros modèles macro comme Mésange pour les prévisions de très très court terme. Donc des questions qu'on se pose, de l'horizon de prévision et puis aussi des circonstances. Par exemple, l'indicateur de sentiment médiatique là, va être certainement surtout utilisé en période de grosses crises très, très soudaines, de grande ampleur. Je vais laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Donc, les micros vont circuler. Bonjour, moi j'ai une question pour la dernière présentation. Alors, à moins que j'ai vraiment pas suivi ou pas compris la chose, j'ai pas bien compris quel était votre jeu de données utilisé en fait pour faire toutes ces prévisions. Si on pouvait avoir un petit peu de précision sur les données, parce que ça a l'air des données micro, mais en fait je vois pas bien à partir de quoi vous avez pu faire votre prévision derrière. Oui. Merci. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est vrai que pour le coup, alors, pour être très honnête, au début, on avait mis un slide dessus et finalement, on s'est dit qu'en 20 minutes, on n'allait pas trop s'étendre. Mais donc, c'est essentiellement des variables macroéconomiques. Donc, déjà, on en a 634. Variables macroéconomiques et financières. On peut dire à 95%, ce sont des variables macroéconomiques, à 5% des variables financières, surtout de marché. Pour les variables économiques, c'est assez diversifié. On peut avoir comptes nationaux, en fait, tout ce qui a PMI, etc., etc., des résultats d'enquête, c'est très varié. Donc dans le fond, et des hard et des soft, c'est vrai. Et je pense qu'on a 3/4 sur les variables macroéconomiques, on a 2/3 plutôt des variables hard, et puis 1/3 de variables soft, donc en gros plus subjectives, quoi. D'accord. Donc dans le fond, c'est pas des variables qui sont internes à la Société Générale, c'est pas des données sur vos clients ou des choses comme ça. Non, du tout. Okay. Du tout. Non, on pourrait faire la même chose. Ce sont des données publiques a priori, données qu'utilisent les macroéconomistes de manière assez standard.
Alors oui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi un autre point, c'est que ça fait partie potentiellement de nos améliorations, mais comme vous le savez, donc avec RGPD, on n'a pas, et ça va de soi, on n'a pas besoin, enfin on ne doit pas utiliser vraiment on va dire assez contraintes sur la compliance, ce qui est normal sur les clients. Par contre, on peut toujours agréger et anonymiser, et en effet, c'est une des pistes possibles de créer des données alternatives comme ça. Donc c'est ce que présentait Kevin, ça fait partie des pistes d'orientation, mais tout en respectant voilà. Ce point-là. Et sinon, c'est plutôt INSEE comme source, Banque de France, par exemple, pour le macroéconomie. Merci. Merci pour ces présentations. Pour ma part, j'aurais une question sur la première présentation, enfin peut-être même deux, notamment sur les termes de résidus. Je me posais la question, peut-être que ça a été évoqué, je n'ai peut-être pas été attentif à 100% tout le long, sur l'indépendance comment dirais-je, point terme de résidus donnés, point vecteur de résidus donnés. J'ai cru comprendre que vous faites l'indépendance d'une date T à l'autre. Et du coup, je me posais la question de pourquoi avoir fait le choix, en fait, au moment de la procédure de bootstrap, de sélectionner vecteur par vecteur et donc d'avoir cette cohérence que l'ensemble des vecteurs, des éléments de résidus correspondent à une même date T, en fait, si on a indépendance. Alors, ce qu'on a fait, c'est de regarder pour une équation donnée qui ait une indépendance temporelle, c'est-à-dire entre les deux dates distinctes. En revanche, on pourrait imaginer, mais on n'a pas cherché à investiguer ce point, que pour une date donnée, qu'il y ait une structure de corrélation entre les résidus des différentes équations. Donc on n'a pas voulu partir sur un a priori où on n'avait pas ce type de dépendance, mais on n'a pas voulu mélanger les dates entre les différentes équations. C'est pour ça qu'on a pris un vecteur donné, ce qui nous évitait d'avoir à nous poser la question d'une éventuelle dépendance entre équations à date donnée. Okay. Donc c'est un choix, mais ce n'est pas forcément un souci d'équation comptable à respecter derrière. C'est un choix. Ok, d'accord. Merci. Alexandre. Bonjour. Merci pour les présentations. Une question peut-être sur la dernière présentation. Vous essayez d'expliquer le PIB. Ma question est, est-ce que vous avez testé de prévoir d'autres variables macroéconomiques, typiquement le déficit public, le pouvoir d'achat des ménages, ce genre de choses? Et si c'est le cas, est-ce que le pouvoir explicatif a été différent de celui du PIB ou pas? Alors effectivement, on a utilisé ce type de données également. Pour le coup, je ne me rappelle plus des résultats exacts par rapport à ces variables-là. Et ce qui est vrai, c'est que c'est aussi une des pistes d'orientation. On souhaite donner un peu plus d'interprétabilité à nos modèles. Donc du coup, regarder effectivement les sensibilités par rapport à chacune des variables. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est effectivement, oui, l'arbitrage entre le caractère un peu intégré de la prévision la plus interprétable possible, jusqu'à la fiche de PIB, et puis le nowcasting très centré sur une seule variable. Ça fait partie des sujets sans doute qu'on regarde les uns et les autres. Voilà, pendant la crise Covid, nous, on avait beaucoup regardé la consommation des ménages, notamment, comme tout le monde. S'il n'y a plus de questions, je me permets de signaler une contribution associée, donc que vous pouvez retrouver en ligne, une contribution associée à cette session de Luigi Pirandello, de la DMCSI à l'INSEE, sur la modélisation de l'évolution d'une épidémie. Sujet
encore d'actualité. Donc merci à tous les contributeurs. Merci pour vos questions. Et donc, je crois que nous pouvons passer en pause. La prochaine session est à 10h30.